Vous regardez Kavi TV, bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. En prélude au référendum du 21 septembre 2025, le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation à travers la Direction Générale des Élections multiplie les actions sur le terrain. Ce mercredi, une rencontre d'information et d'échange consacrée à l'installation du comité interparti s'est tenue à Conakry. Comment vivent les riverains de la décharge de Dar es Salaam en cette période des pluies? Loin d'une simple question, nous vous plongeons au cœur d'un véritable risque sanitaire. Comme vous le voyez, les habitants vivent au quotidien avec des eaux souillées qui menacent leur santé. Au Ghana, 2 ministres de la République ainsi que 6 autres personnes ont péri dans un crash d'hélicoptère cet après-midi. Les drapeaux ont été mis en berne à travers le pays et le chef de l'État a reporté toutes ses activités officielles programmées ce mercredi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre du référendum prévu pour le 21 septembre prochain, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, par le biais de la Direction Générale des Élections, a organisé ce mercredi une rencontre d'information et d'échange. Elle est consacrée à l'installation du comité interparti. Germaine Mansari. L'objectif principal de cette réunion est la mise en place du comité interparti, un cadre de concertation technique regroupant la directrice générale des élections et l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Le comité technique interparti est un espace ou un cadre de concertation technique, d'information et d'échange de tous les acteurs sociopolitiques, les parties prenantes également, pour permettre à la direction générale des élections d'informer, d'échanger et de recueillir les avis et les suggestions des partis politiques, de la société civile, des institutions nationales, mais également des partenaires techniques et financiers sur les différentes étapes du processus électoral. Présent à la cérémonie, Elhadji Bouna Keïta s'est déclaré satisfait des actions menées par le gouvernement et a exprimé son soutien à ses orientations. Ce qu'on a demandé, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Tout ce qu'on peut dire, le gouvernement a fait un grand pas. Donc ce pas qui est là, je suis sûr que ce comité va dignement représenter les partis politiques et la nation. Parce que quand vous entendez les partis politiques, s'il n'y a pas le bas peuple derrière un parti politique, il n'est pas un parti politique. Ce cadre de dialogue, selon plusieurs observateurs présents sur place, marque une étape importante vers une gestion inclusive et transparente du processus référendaire. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication RAC. La Haute Autorité de la Communication RAC constate avec préoccupation la transformation de plusieurs relais de radiodiffusion privés en des stations de production et de diffusion de surcroît gérées et animées par des personnels non professionnels à l'intérieur du pays, ce qui constitue une violation flagrante des cahiers des charges et des conventions d'établissement signés entre ces radios privées et l'État. La RAC rappelle aux promoteurs de radiodiffusion privée qu'un relais se borne à répéter le signal d'une station de radio d'origine dans une zone qui n'est pas couverte de manière adéquate par elle. Par conséquent, la RAC demande aux promoteurs de radiodiffusion privée concernés de se conformer au contenu des cahiers des charges avant le 31 août 2025. Passé ce délai, la RAC procédera à leur fermeture conformément aux articles 1er, 49 et 52 de la loi organique numéro 2000N2000-0010-AN portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication RAC de la République de Guinée. Conakry le 6 août 2025. Pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Dans le même registre, les lignes commencent à bouger pour les travailleurs grévistes de la chaîne Télé 24
Au lendemain du déclenchement de leur mouvement de grève, le paiement des arriérés de salaire a commencé pour une partie du personnel, mais selon leur porte-parole, certains employés n'ont encore rien perçu à ce jour. La grève, elle, reste donc maintenue, informe-t-il. Mohamed Lamine Dafé. La bonne nouvelle est tombée dans la soirée du premier jour de la grève. Un appel annonçant le paiement des arriérés des salaires pour les protestataires. Abdoulaye Kabak Kamara, porte-parole des grévistes, informe que certains ont perçu une partie de leur dû et d'autres rien pour le moment. Aujourd'hui, il y a eu de l'évolution par rapport à la situation. Avant-hier la nuit, on a été contacté, notre interlocuteur direct avec la direction. Laïdouno a été contacté par Bangali en lui demandant de venir chercher l'argent. Petit matin d'hier, on est allé. Quand nous sommes arrivés, la paix a commencé. Il y a pour d'autres, ceux qui devaient recevoir 5 mois ont reçu 4 mois. Ceux qui devaient recevoir 4 mois ont reçu 3 mois. Le paiement partiel des salaires est certes une évolution de la situation, mais la grève reste maintenue pour le moment, affirme le porte-parole. Il y a aussi un autre groupe qui est resté jusque-là sans être payé. Et ce groupe jusque-là m'a contacté, même le matin, j'ai échangé avec Foromo Beavogi, c'est l'un de nos correspondant de l'intérieur de Gérékoré, pour être précis, qui m'a dit que jusque-là, il n'a pas reçu ces 3 mois. En gros, on n'a pas pour le moment suspendu ni levé le mot d'ordre de grève jusqu'à concertation avec le collectif. Et on attend encore jusqu'à ce que tout le monde soit payé. Selon Abdoulaye Kabak Kamara, la possibilité de reprendre le travail dépendra de l'évolution des choses sur la plateforme revendicative. Il précise que le syndicat des professionnels de la presse de Guinée est déjà impliqué dans la situation. Sur un tout autre plan, à Conakry, plusieurs points noirs sont visibles sur les axes routiers, sur l'autoroute Fidel Castro comme sur la route Le Prince. Le constat est réel, une situation qui occasionne des embouteillages par endroits. Ansoubaïlo Baldé y a fait un tour. Suivez son reportage. Difficile pour de nombreux usagers de pratiquer certains axes routiers à Conakry. Par exemple, entre Lansanaya et Kuntia, un point noir est visible sur la grande route. Même les cortèges sont obligés de ralentir arrivés à cet endroit. Les autorités doivent nous aider pour la route là. Sinon, c'est pas bon. De l'aéroport jusqu'au kilomètre 36, les trous sont visibles sur la route. Parfois, on passe plusieurs heures dans la circulation. À cause de cette dégradation, ils n'ont qu'à nous aider, Yandi. Même constat au rond-point de la transversale numéro 8 sur la route Le Prince, à Sonfonia T7, à Sonfonia Gare au niveau du marché, à Sonfonia SOS sous la passerelle et à Wanindara entre la T5 et la T6. Partout, il y a des gros trous sur la chaussée empêchant la circulation rapide des engins. Il y avait une issue pour permettre à l'eau de passer librement. Maintenant, ils ont barré le passage. Chaque fois, nous vivons des accidents ici. C'est vraiment déplorable ce qui se passe ici. Les enfants viennent souvent colmater, mais il faut un bon travail pour que la route retrouve sa forme. Il arrive des fois où je fuis ma boutique par la récurrence des accidents mortels à cet endroit. Avec les grandes pluies récurrentes ces derniers temps à Conakry, il est urgent que des dispositions soient prises pour minimiser la dégradation de ces routes. Petit à petit, les trous se forment et si rien n'est fait, cela risque de se transformer en des dégradations inquiétantes.
Je vous le disais au sommaire, le dépotoir d'ordures de Dar es Salaam continue d'impacter les riverains en cette saison des pluies. Les eaux souillées issues de la décharge se déversent dans les habitations environnantes, exposant les habitants à de graves risques sanitaires. Michel Yomba Wenduno et Moussa Kamara, reportage. En cette période de grandes pluies, les riverains du dépotoir de Dar es Salaam vivent un véritable calvaire. Les eaux de ruissellement mêlées aux déchets envahissent les ruelles et les habitations. Alia Kamara, habitant le quartier depuis plus de 15 ans, témoigne de nombreuses difficultés que cela engendre au quotidien. L'année dernière, nos maisons se sont effondrées. L'eau m'est montée jusqu'au cou. J'avais tout perdu, tous mes biens. Même la maison, on a dû la reconstruire. Partout dans nos maisons, on sent les odeurs insupportables. On est obligé d'allumer des anti-moustiques en permanence. Malgré les risques sanitaires, certaines familles, comme celle de Bunturabisila, n'ont d'autre choix que de cuisiner à proximité de ces eaux contaminées. On est vraiment fatigué avec cette eau souillée. Il y a trop de mouches. Même quand tu cuisines, tu dois bien couvrir pour éviter qu'elles ne tombent dedans. On vit juste à côté des ordures. Préparer à manger devient très difficile ici. Dans ces quartiers, même les points d'eau ne sont épargnés, ce qui pourrait causer des cas de maladies hydriques aux citoyens. Explique Kadiatou Sidibé. Parfois, nos enfants tombent malades. Moi-même, je suis malade. Le puits qu'on utilise pour l'eau est aussi contaminé. Et cette odeur est insupportable. Elle nous fatigue vraiment. Face à cette situation, les riverains lancent un appel à l'endroit des autorités pour qu'une solution urgente soit trouvée pour les protéger. Il arrive souvent que l'on consacre toute sa vie au travail sans vraiment se poser la question à quoi ressemblera notre quotidien une fois à la retraite. Ce soir, nous nous interrogeons sur les conditions de vie des retraités. Pour mieux comprendre, nous sommes allés à la rencontre de deux anciens travailleurs aujourd'hui installés à Kamsar, ville dans laquelle ils ont bâti leur vie. Deux hommes, deux parcours, mais même destin. C'est un reportage grand format signé Khadija Kaba. El Haj Mamadou Baldé entame sa carrière en novembre 1969 à une époque où Kamsar n'était encore qu'une brousse. Cet octogénaire, aujourd'hui âgé de 84 ans, se souvient des débuts de ce qui deviendra l'une des plus grandes villes minières du pays. Pour moi, 15 mars, je vais par exemple jusqu'à l'hôpital. Au fond de moi, j'ai la fierté, je suis content. Parce que tout ça, il n'y avait rien. C'est venu ici avant le rail. Ils ont mis le rail devant moi. J'ai fait d'abord une année à Kassibéry. Tout ça, ce n'était pas habité. Donc, pour moi, ça a changé, beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Les hommes ont changé, la nature a changé. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Ancien contremaître à la calcination de la CBG, El Haj Baldé a passé toute sa carrière à Kamsar. Il y vit toujours par choix et par attachement dans la maison qu'il a construite au fil des années. Il préfère passer le restant de ses jours dans cette ville qui lui a tout donné. Il y a à peu près 20 gosses. Tous ils sont nés ici. J'ai évolué ici. J'ai fait beaucoup de temps ici, plus que dans mon village natal. Ainsi, ça me voit ici. Comme lui, Ibrahima Sori Diallo, plus connu sous le nom d'Ies Diallo, est arrivé à Kamsar en 1972 en tant qu'électromécanicien. Recruté par la CBG, il assiste en 1973 au tout premier convoi de bauxite. En 1972, je suis né à Kamsar. En 1972. Et CBG a commencé à exporter la bauxite ici en 1973. Même année que j'ai transféré aussi
à CBG. Parti à la retraite en 1997, il se dit fier du parcours accompli entre Mamou, Conakry et Kamsar. Il encourage cependant les jeunes travailleurs à anticiper l'après-carrière en investissant ou en diversifiant leur activité. Dans la vie, il faut faire la diversité des choses. C'est-à-dire, tantôt, si tu te campes sur un seul métier, il faut apprendre d'autres choses aussi. Parce que l'homme, il faut toujours apprendre à vivre. Tu peux te retrouver, par exemple, moi, je peux, par exemple, me retrouver, n'est-ce pas, si j'avais un jardin qui avait continué, j'avais planté des palmiers, mais ça n'a pas continué, j'ai abandonné. Ça peut aussi faire vivre l'agriculture. C'est pas dire seulement il faut faire l'électricité pour vivre. Il y a d'autres choses qu'il faut faire pour vivre. L'homme, c'est ça. Aujourd'hui, ces deux anciens travailleurs de la CBG vivent paisiblement dans leur maison. Ils partagent un même espoir, voir Kamsar continuer à se développer pour les générations à venir. Le Ghana est en deuil. 8 personnes, dont 2 ministres de la République, ont trouvé la mort ce mercredi dans un crash d'hélicoptère. L'annonce a été faite par la présidence quelques heures après que l'armée de l'air ghanéenne a signalé la disparition de l'appareil. Hadiama Aïssata Kamara pour plus de détails. Le ministre de la Défense, Edouard Oman Bouama, et celui de l'Environnement, Ibrahima Murtala Mohamed, ont péri ce mercredi 6 août dans un crash d'hélicoptère. L'annonce a été faite par la présidence quelques heures après la disparition de l'appareil signalé par l'armée de l'air ghanéenne. L'hélicoptère militaire, qui transportait 8 personnes, 5 passagers et 3 membres d'équipage, avait décollé d'Accra dans la matinée à destination de Boissy. Dans le sud du pays, il a disparu des radars peu après son départ, avant d'être localisé sur le site du crash. Parmi les autres victimes figure également Alay Mounirou Mohamed, coordinateur adjoint de la sécurité nationale et ancien ministre de l'Agriculture, ainsi que Samuel Sarpon, vice-président du parti au pouvoir, le Congrès national démocratique. Le chef de cabinet du président John Mahama, Julius Debra, a exprimé la douleur de la présidence et transmis les condoléances officielles du gouvernement aux familles endeuillées. Les drapeaux ont été mis en berne à travers le pays et le chef de l'État a suspendu toutes ses activités officielles pour la journée. Pour terminer, parlons de la bombe atomique sur Hiroshima. C'était le 6 août 1945. Lancée par les États-Unis il y a 80 ans, ce 6 août 2025, ces bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, larguées sur le Japon, ont fait plus de 200 000 morts et laissé des cicatrices indélébiles dans les mémoires du monde entier. 8 décennies plus tard, ce traumatisme ne freine plus la course aux armements, malgré de nombreux traités de non-prolifération. Le désarmement nucléaire n'est pas à l'ordre du jour. Djibabari. C'est à l'aube du 6 août 1945 que ces 3 quadrimoteurs lourds survolaient les villes d'Hiroshima, Kokura et Nagasaki. Hiroshima a été choisi comme cible prioritaire car il s'agissait d'un grand centre urbain de 255 000 à 388 000 habitants selon les estimations et aussi d'un important site industriel. Selon un rescapé, des familles entières ont disparu. Parmi les victimes se trouvaient quelques 20 000 travailleurs forcés de Corée et une poignée de prisonniers états-uniens. Dès 1968, la communauté internationale tente d'arrêter cette dynamique en adoptant le traité non-prolifération nucléaire. Un texte qui a malgré tout bien fonctionné selon des observateurs des armements. Et il y avait une trentaine de pays intéressés par l'arme nucléaire dans les années 1960. Seulement 4 y sont arrivés. Actuellement, 9 pays possèdent l'arme nucléaire. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. Le CIPRI précise qu'au total, ils possèdent ensemble environ 12 241 000 armes nucléaires, dont 9 614 considérées comme potentielles opérationnelles.
Aujourd'hui, le risque ne vient plus seulement de l'acquisition de l'arme nucléaire. Il vient de tout ce qui la possède. Tous les États dotés de la bombe sont engagés dans une course à la modernisation de leurs arsenaux. 80 ans après Hiroshima, le nucléaire s'est donc perfectionné. La bombe n'est plus seulement qu'un instrument de riposte. Elle est un outil de pression politique, un levier d'influence, mais aussi une menace permanente. Ça n'est terminé pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur KVTV, la télé du développement.